Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 2. La forteresse de la Perle. Chapitre 4. Funérailles à l'oasis. La fleur d'argent est bien autre chose qu'une simple oasis dans le désert. Vous allez vous en apercevoir, dit Alnak Kreb en tamponnant délicatement son beau visage avec un mouchoir ourlé de dentelles scintillantes. Il s'agit en fait d'un carrefour obligé de toutes les nations nomades, d'une place commerciale où convergent les richesses. Des rois la fréquentent, des princes, et l'on y arrange des mariages qui souvent y sont célébrés, comme bon nombre d'autres cérémonies. D'importantes décisions politiques y sont prises, des alliances maintenues, d'autres nouées pour la première fois. Il s'y échange des nouvelles ainsi que toutes sortes de marchandises. C'est un lieu vital, contrairement à Kwarzazat, où les nomades ne se rendent qu'avec répugnance, sous la seule pression du besoin, ou de la convoitise. Pourquoi n'en ai-je encore vu aucun de ces nomades, ami Alnak voulut savoir Elric. Ils évitent Kwarzazat, vous ai-je dit. Pour eux, cet endroit et ceux qui le peuplent sont l'enfer, stricto sensu. Il en est pour croire que les âmes des damnés finissent à Kwarzazat. La cité représente tout ce qu'ils craignent, ce qui est aux antipodes de leur valeur. J'aurais tendance à voir les choses comme eux. Elric se permit un sourire. Toujours à jeun d'élixir, son corps recommençait à le réclamer alors que, normalement, l'énergie acquise par le biais de Stormbringer aurait dû interdire sur un temps considérablement plus long tout effet du manque. Preuve supplémentaire que le breuvage, comme l'avait expliqué Manag Is, puisait aux sources mêmes de la force vitale pour rendre une vigueur physique temporaire. Et naissait en lui le soupçon qu'alimenter sa vitalité revenait à nourrir aussi l'élixir, où il finissait presque par voir une créature douée de conscience, comme l'épée, à la différence que la noire lame ne lui avait jamais donné cette impression d'empiéter sur son être. Autant que possible, de toute manière, il évitait de se laisser gagner par de telles pensées. Je me sens déjà une certaine parenté avec eux, ajouta-t-il. Reste à espérer, prince Elric, qu'ils vous trouveront acceptable. Alnak éclata de rire. Votre qualité d'ennemi héréditaire des seigneurs de Kwarzazat devrait toutefois jouer en votre faveur, et j'ai des relations dans certains clans. Le moment venu, il faudra me laisser vous présenter. Volontiers, dit Elric. À propos, vous me devez encore une explication sur la manière dont vous êtes venu à me connaître. Alnak hocha la tête comme s'il s'agissait d'un oubli.
Or, ce n'est pas très compliqué, mais remarquablement complexe pour ceux qui ne comprennent pas les mécanismes fondamentaux du multivers. Comme je vous l'ai dit, je suis voleur de songes, et j'en sais plus long que le commun des mortels parce que je suis chez moi dans d'innombrables dimensions. Disons, pour simplifier les choses, que j'ai entendu parler de vous en rêve, et que mon destin m'amène parfois à vous servir de compagnon, même pour peu de temps, comme c'est le cas présentement. J'en jurerai. En rêve? Mais tout cela ne me dit pas ce que fait un voleur de songes. En voler des rêves, bien sûr. 2 fois par an se tient un marché, où nous mettons en vente notre butin, comme font tous les nomades. Vous faites commerce de rêves? S'exclama Elric, incrédule. Son étonnement ravit Alnac. Il y a sur ce marché des courtiers qui payent fort bien certaines sortes de songes. Ils les revendent aux malheureux affligés d'impuissance onirique ou dont les rêves sont d'une telle banalité qu'ils désirent avoir un peu mieux. Elric secoua la tête. Vous vous exprimez par parabole, je suppose. Non, prince, du tout. Je dis là l'exacte vérité. Il tira de sa ceinture l'étrange bâton. L'objet rappelait à l'albinos une canne de berger, en plus court. Ceci ne s'acquiert pas sans l'étude des arts de base de ma profession. Je n'y suis pas le meilleur, et je n'ai vraisemblablement aucune chance de jamais le devenir. Mais, en ce royaume et en ce temps, la condition de voleur de songes est ma destinée. Nous y sommes d'ailleurs peu nombreux. Vous finirez sans nul doute par en apprendre les motifs. Et seuls les nomades et les gens d'Elware reconnaissent notre art. Dans les jeunes royaumes, nous sommes totalement inconnus sauf d'une poignée de sages. Serait-ce que vous n'y allez pas? Pourquoi? Personne ne nous y requiert. Avez-vous jamais entendu parler d'un seul homme dans ces contrées ayant réclamé les services d'un voleur de songes? Jamais, de fait. Mais pourquoi en est-il ainsi? Peut-être parce que l'influence du chaos est trop grande dans l'ouest et dans le sud. Là-bas, les plus terribles cauchemars sont toujours susceptibles de se faire réalité. Vous craignez donc le chaos? À quelle créature rationnelle ne fait-il pas peur? Personnellement, je redoute les rêves de ceux qui le servent. Alnak Kreb se détourna pour contempler le désert. Les populations d'Elwer et de ce que vous nommez l'Est hors les cartes sont dans l'ensemble moins compliquées. La contagion de Melniboné n'y fut jamais trop sensible. Non plus, bien sûr, que dans le désert des soupirs. C'est donc mon peuple que vous craignez. Je crains toute race qui se livre au chaos, qui pactise avec les plus puissantes entités surnaturelles, les ducs du chaos et même les monarques des épées. Je ne vois rien de sain, rien de salutaire dans de tels accords. Je suis contre le chaos. Vous servez la loi? Je me sers moi, et je suppose que je sers la balance. Tout le monde doit pouvoir vivre, à mon sens, et exalter la variété du monde. Pareille philosophie est enviable, maître Alnac. J'y aspire moi-même, mais vous ne le croyez sans doute pas. Ô prince Elric, je vous crois. J'ai par un mensonge, et vous apparaissez dans plusieurs d'entre eux. Or les rêves sont réalité, et vice-versa dans d'autres royaumes. L'insolite voleur posa sur l'albinos un regard empreint de sympathie. Pour qui a connu des millénaires de pouvoir, il doit être dur d'essayer d'y renoncer. Vous me comprenez très bien, messire. Oh, ma compréhension n'est jamais que des plus générales en pareille matière. Alnak Kreb haussa les épaules et eut un geste d'appréciation envers lui-même. J'ai passé tant de temps à chercher le sens de la justice, à courir les terres où on l'a dit exister, à m'efforcer de découvrir ses voies et la meilleure façon de l'instaurer pour que le monde en bénéficie. Le nom de Tanlorn vous évoque-t-il quelque chose, maître Alnak? La justice passe pour y régner. Les seigneurs gris, garants de l'équilibre du monde, y exercent leur plus grande influence. Tanlorn existe, affirma tranquillement le voleur de songes, sous de nombreux noms. Je crains toutefois que dans mon royaume ce ne soit qu'une idée de la perfection. De telles idées sont l'aliment de notre espérance et du besoin que nous avons de matérialiser nos rêves. Il arrive que nous y parvenions. La justice a-t-elle quelque réalité? À coup sûr, mais ce n'est pas une abstraction. Il convient de la mettre en œuvre. Elle est, je pense, votre démon, prince Elric. Plus que tout seigneur du chaos. C'est une route bien cruelle et malheureuse que vous avez choisie.
Il eut un sourire d'une extrême délicatesse, tandis que son regard se portait devant eux, sur la piste rouge, à perte de vue jusqu'à l'horizon. Plus cruel est votre destin, à mon sens, que celui qui mène à l'oasis fleur d'argent. Vous n'êtes guère encourageant, maître Alnac. Vous devez savoir par vous-même qu'il y a bien peu de justice dans le monde qui ne soit difficile à défendre et à conquérir ainsi qu'à garder. Il est dans notre humaine nature de nous décharger de cette responsabilité sur autrui, ou même de rechercher les puissances supérieures, et d'espérer qu'en s'alliant avec elles, on survivra mieux de quelque manière. À ceux qui procèdent ainsi, l'expérience donne fréquemment raison, à court terme en tout cas, et l'on n'en voit pas moins de pauvres créatures comme vous déployer leurs efforts pour se défaire du pouvoir et sans cesse acquérir des responsabilités nouvelles. D'aucuns diraient qu'il s'agit là d'une conduite admirable, forgeant le caractère et la détermination, témoignant d'un progrès vers des formes plus achevées de santé mentale. Si fait. Et d'autres que c'est la pure folie, allant à contre-courant de toute impulsion naturelle. J'ignore si c'est là ce à quoi j'aspire, messire voleur de songes, mais je me connais l'espoir d'un monde où les forts ne fonderaient plus sur les faibles comme des insectes sans cervelle, où les plus grands accomplissements possibles ne seraient pas interdits aux mortels, où tous auraient droit à la dignité et ne seraient jamais victimes d'une poignée d'êtres qui les surpasseraient en puissance. En ce cas, vous ne servez pas les bons maîtres, prince Elric, car il n'est d'autre justice reconnue par les ducs de l'enfer que celle de leur propre existence, de leur domination incontestée. Ils sont, à cet égard, comme des nouveau-nés, et opposés à tous vos idéaux. Elric sentit grandir en lui un certain trouble, et ce fut d'une voix presque inaudible qu'il répondit. Mais ne peut-on avoir recours à de telles forces pour les défaire, ou du moins pour défier leur puissance et rétablir la balance? Seule la balance accorde le type de pouvoir que vous désirez, un pouvoir d'une nature subtile, exceptionnellement délicat parfois. Trop pour ce monde, je le crains. Efficace quand il y a assez de gens pour y croire. Il est alors plus fort que la loi et le chaos réunis. Bon, j'œuvrerai donc pour ce jour où le pouvoir de la balance cessera d'osciller. Maître Alnak Kreb, mais je ne suis pas certain d'être encore en vie pour le voir. Le seriez-vous? Dit tranquillement le voleur de songes, qu'à mon sens il ne viendrait pas. Cela ne se produira pas moins des années avant que vous ne souffliez dans le corps de Roland. Un corps? De quoi s'agit-il? Une question de pure forme. Alnak Kreb faisait sans doute une autre de ces allusions allégoriques. Regardez. Le doigt du voleur de songes s'était pointé droit devant. Là, dans les lointains, le premier signe de l'oasis fleur d'argent. À main gauche, le soleil sombrait, étirant des ombres denses sur les dunes et hauts versants de la piste rouge, cependant que le ciel sur l'horizon virait à l'ambre soutenu. Dans cet éclaboussement de lumière, Elric distingua néanmoins une forme qui ne pouvait être une ombre, ou la silhouette d'une dune, et qui ressemblait plutôt à un groupe de rochers. Qu'est-ce? Qui reconnaissez-vous? Les nomades parlent de Casbah. Dans notre langue de tous les jours, nous dirons un château, ou peut-être un village fortifié. Le mot précis nous manque pour un tel endroit. Chez nous, le besoin ne s'en fait pas sentir. Ici, dans le désert, c'est une nécessité. La Casbah Muror Kariz fut construite bien avant l'extinction de l'empire Kwarzazati et tire son nom d'un sage souverain, fondateur de la dynastie Al-Murid, qui, de nos jours encore, exerce son autorité sur les clans nomades et jouit d'un grand respect chez tous les autres peuples du désert. Elle accueille quiconque requiert assistance. Il n'est pas un fugitif qui ne puisse y chercher asile et être assuré d'un procès régulier. Ainsi la justice existe-t-elle dans le désert, quand bien même elle serait ailleurs un vain mot. Oui, il est bien de tels lieux, comme je vous l'ai dit, dans les royaumes du multivers, partout maintenus par des hommes et des femmes qu'animent les principes les plus purs et l'amour de l'humanité. Alors, cette Casbah n'est pas Tanelorn, dont la légende m'a attiré dans le désert des soupirs? Non, ce n'est pas la Tanelorn, car Tanelorn est éternel. La Casbah Muror Kahariz ne perdure que par une constante vigilance. Elle est l'antithèse de Kwarzazat,
et les seigneurs de cette cité n'ont pas ménagé leurs tentatives pour la détruire. Elric sentit en lui les pincements du désir de drogue et dut résister à l'envie de prendre l'une de ses flasques d'argent. L'appelle-t-on aussi la forteresse de la perle? Cela suscita l'hilarité soudaine d'Alnak Kreb. Oh mon bon prince, il vous manque à l'évidence jusqu'à la plus vague notion de ce que ici vos yeux découvrent. Laissez-moi vous dire que la forteresse de la Perle peut très bien exister dans la Casbah comme celle-ci avoir une existence dans la forteresse. Mais elles ne sont pas identiques, en aucune façon. Je vous en prie, maître Alnak, n'allez pas aggraver ma confusion. Si j'ai prétendu savoir quelque chose de tout cela, c'était d'abord par désir de prolonger ma vie, puis par nécessité de racheter celle d'un autre. Je vous serais reconnaissant de m'éclairer. Le seigneur Gaufazi, après tout, m'a pris pour un voleur de songes, ce qui, pour lui, paraît supposer un savoir sur la lune de sang, la tente de bronze et l'endroit où trouver la perle. Certes, il est des voleurs de songes mieux informés que d'autres, et si l'on requiert spécifiquement les services d'un des leurs pour cette tâche, il se pourrait que la forteresse soit bien autre chose qu'une simple bâtisse de pierre et de ciment. Elle aurait à voir avec des royaumes qui ne sont familiers qu'à un voleur de songes chevronné, mais probablement plus avancé dans son art que je ne le suis. Savez-vous, maître Alnak, qu'il m'a été donné de visiter d'étranges royaumes en poursuivant mes divers objectifs? Je ne suis pas complètement novice en la matière. Leur accès n'en est pas moins refusé à la plupart. Alnak semblait réticent à en dire plus, mais Elric insista. Où se trouvent ces royaumes? Il regarda droit devant lui, les yeux grands ouverts pour mieux distinguer la Casbah Moulor Kahariz. En vain. Le soleil était déjà trop bas sur l'horizon. À l'est, par-delà les Loirs, ou carrément ailleurs dans le multivers. Alnak Kreb s'excusa. Nous avons juré d'observer la plus grande discrétion sur nos connaissances, de n'en faire état que dans des circonstances précises et cruciales. Je vous révélerai seulement que ces royaumes sont à la fois plus proches et plus lointains qu'Elsewhere, mais vous avez ma promesse que je ne chercherai pas à vous égarer plus que je ne l'ai fait jusqu'alors. Et si je puis dissiper quelques mystères et vous aider dans votre quête, je m'y empresserai. Puis il rit, pour restaurer sa propre bonne humeur sans doute. Mieux vaut vous préparer à avoir de la compagnie, prince. Nous serons loin d'en manquer, si je ne me trompe, d'ici la nuit tombée. Le soleil n'avait pas jeté ses derniers rayons que la lune se levait. Sa pâleur d'argent nuancée de rose, pareille à l'orient de quelques perles rares, alors qu'il atteignait dans la piste rouge un haut de côte où leur regard plongeait sur des feux. 1 millier de foyers peut-être, et autant de vastes tentes éparpillées entre eux et découpant leurs silhouettes posées sur le sable telles des insectes aux ailes déployées, pour capter l'ultime chaleur émanant des cieux. À l'intérieur de ces tentes brûlaient des lampes. Hommes, femmes et enfants entraient et sortaient, évoluant de l'une à l'autre. Une délicieuse odeur mêlée d'herbes et d'épices, de légumes et de viande montait vers eux cependant que la douce fumée des feux s'élevait en plein ciel par-dessus les énormes rochers couronnés par la Casbah Moulor Kahariz, donjon qu'entourait un amas de bâtiments d'une extraordinaire ingéniosité architecturale pour certains. L'ensemble était ceinturé d'une muraille crénelée, irrégulière, mais tout aussi massive. Du même rouge que la pierre qui la portait, la citadelle semblait une plante issue des dunes environnantes. De place en place, autour de ces altières fortifications flamboyaient de grandes torches, révélant à divers niveaux des gardes en patrouille sur les chemins de ronde, tandis que les courants contraires d'une circulation régulière et incessante se croisaient sous la haute voûte des portes et sur le pont qui, taillé à même la roche, les précédait. C'était comme l'en avait averti Alnak Kreb, bien autre chose que la simple étape caravanière qu'il s'était attendu à trouver sur la piste rouge. Nul ne leur fit obstacle alors qu'ils descendaient vers le vaste plan d'eau occupant le centre d'une profusion de palmiers, de cyprès, de peupliers, de figuiers et de cactus. Mais plus d'un regard curieux se tourna vers eux, et cette curiosité n'était pas toujours amicale. Leurs chevaux n'offraient pas de différence notable avec celui d'Elric, mais bon nombre de nomades semblaient partager la préférence d'Alnac pour les montures bovines. De toutes parts, ce n'était que mugissements, grognements, crachements,
et l'on distinguait, par-delà le campement même, les enclos où, en sus des animaux de sel, étaient parqués moutons, chèvres et autres créatures. Mais le spectacle qui dominait sans conteste la scène était celui d'une bonne centaine de torches formant un demi-cercle au bord de la nappe affleurante. Chacune, tenue par une silhouette enveloppée dans un burnous au capuchon rabattu, brûlait avec une brillante flamme blanche et stable qui projetait le même type de lumière sur un dais de bois sculpté au centre exact du rassemblement. Elric et son compagnon retinrent leurs montures, fascinés par cette vision à l'égal des autres nomades qui, par groupes de 10 ou 20, s'acheminaient lentement vers les confins du demi-cercle pour assister à ce qui avait tout l'air d'être une cérémonie de quelque importance. Respectueuse était l'attitude des protagonistes, et leur appartenance à des clans différents révélée par leur diversité vestimentaire. Une variété qui, chez les nomades, s'étendait à la couleur de la peau. S'il en était d'aussi noir qu'Alnak Kreb, d'autres avaient le teint d'une pâleur presque comparable à celle d'Elric, et toutes les nuances intermédiaires entre ces deux extrêmes se voyaient représentées. Les traits restaient cependant les mêmes, des visages taillés à coups de serpe et aux yeux renfoncés. D'un sexe ou de l'autre, ils étaient grands et d'un port éminemment gracieux. Elric n'avait jamais vu tant de belles gens réunis, et leur dignité naturelle l'impressionnait autant que l'avaient dégoûté les sommets d'arrogance et de décadence des Quarzazatim. Maintenant, voilà qu'un cortège descendait de la colline et qu'Elric y distinguait 6 hommes, portant sur l'épaule un grand coffre bombé qui les voyait solennellement avancer jusqu'au dais. La blanche lumière montrait la scène dans tous ses détails. Les porteurs avaient été choisis dans des clans différents, mais tous de la même taille et d'âge moyen. Un tambour solitaire commença de se faire entendre. Pulsations sèches et claires dans l'air nocturne. Puis un deuxième le rejoignit, un troisième, jusqu'à ce qu'il y en eût au moins 20 à se répondre autour du miroir des eaux, à cascader des terrasses de la Casbah Moulor Kahariz, leur voix lente obéissant à une complexe structure rythmique dont la subtilité, peu à peu, força l'admiration de l'albinos. Sont-ce des funérailles s'enquit Elric auprès de son nouvel ami. Alnak fit oui de la tête. Mais j'ignore de qui. Il montra du doigt dans le lointain, par-delà les arbres, une série de tertres symétriques. Leur cimetière est là-bas. Un autre homme alors s'avança, plus vieux, une barbe et des sourcils chenus visibles sous le capuchon. Il tira de sa manche un parchemin et en commença la lecture pendant que 2 autres faisaient glisser le couvercle du cercueil ornementé et, à la grande surprise d'Elric, crachaient dedans. Alnak étouffa un cri. Il se dressa sur la pointe des pieds, fouilla des yeux l'intérieur de la bière dont les torches ne laissaient à présent rien ignorer. Quand il se retourna vers le Melnibonéen, la stupeur était encore plus nettement lisible sur ses traits. C'est vide, prince Elric, à moins que le cadavre ne soit invisible. Les percussions développèrent à la fois leur tempo et la complexité de leurs arabesques. Des voix s'y mêlaient, se soulevant et retombant comme les vagues d'un océan. Une musique telle qu'Elric jamais auparavant n'en avait entendu, qui le plongeait, s'aperçut-il, dans d'obscures émotions. La rage l'assaillit, le chagrin aussi. Il se surprit au bord des larmes, et la musique continuait, toujours plus intense. Il brûlait du désir de s'y joindre, mais ne comprenait rien à cette langue, un parler qu'il sentait remonter à plus loin dans le temps que celui de Melniboné, pourtant le plus ancien de tous les jeunes royaumes. Puis soudain, tambours et chants cessèrent. Les 6 porteurs reprirent le cercueil sous le dais et vers les tertres s'acheminèrent, suivis par la foule dont les torches entre les arbres étirèrent d'étranges ombres, éclaboussant de clarté soudaine d'étincelantes plaques de blancheur qu'Elric ne put identifier. Aussi brutalement qu'il s'était interrompu, percussions et chants, de nouveau, montèrent, mais empreints cette fois d'accents triomphants, de joie souveraine. Avec lenteur, les têtes se levèrent, et, de gorge, par centaines, jaillit un ululement suraigu. Puis les nomades commencèrent de se disperser, regagnèrent leurs tentes. Alnak, au passage, arrêta une femme vêtue de voiles vert et or richement rebrodés. Quel est ce rituel, ma sœur s'enquit-il, montrant la procession qui s'éloignait. Je n'ai pas vu de corps. De fait,
Il est absent, répondit-elle, souriant de la confusion du jeune noir. Il s'agit d'une cérémonie de vengeance, accomplie par nos clans à la demande de Raïk Nassim. S'il y manque la dépouille du défunt, c'est que cet homme est toujours dans l'ignorance de sa mort, et le restera peut-être encore plusieurs mois. Ne pouvant l'atteindre, nous l'enterrons dès maintenant, car ce n'est pas l'un des nôtres. Il n'appartient pas au désert. Il est mort, quoi qu'il en soit, à ceci près qu'il n'en a pas encore conscience, et nous ne sommes privés que de son cadavre. Est-ce un ennemi de votre peuple, ma sœur? Si fait. Un ennemi qui a dépêché ses hommes pour nous dérober notre plus grand trésor. S'ils ont échoué, il n'en est pas moins résulté pour nous de leur tentative ratée un malheur extrême. Mais je crois vous connaître. N'êtes-vous pas celui dont Raïk Nassim espère le retour, le voleur de songes qui l'a fait quérir? Son regard se porta vers le dais où, dans la clarté d'une unique et dernière torche, une silhouette massive se tenait inclinée comme en prière. Vous êtes Alnak Kreb, l'ami qui, une fois déjà, nous accorda son aide. Avec sa grâce coutumière, le jeune noir acquiesça. Oui, j'ai eu ce privilège par le passé de rendre à votre peuple un modeste service. Raïk Nassim vous attend, dit-elle. Allez en paix, et que la paix soit sur votre famille et sur vos amis. Perplexe, Alnak Kreb se tourna vers Elric. J'ignore pourquoi Raïk Nassim m'aurait envoyé chercher, mais je me sens tenu de le découvrir. M'accompagnerez-vous, prince Elric, ou préférez-vous m'attendre ici? Toute cette affaire excite au plus haut point ma curiosité, dit Elric. J'aimerais en savoir plus, si la chose est possible. Ils s'avancèrent entre les arbres et, sur la rive du vaste plan d'eau, s'immobilisèrent, respectueux, cependant que le vieillard demeurait dans cette posture qui était la sienne depuis que le cercueil avait poursuivi sa route vers le cimetière. Il finit par se tourner, révélant un visage encore marqué par les larmes. Il les vit, se redressa, reconnut alors Alnak Kreb et sourit, manifestant d'un geste sa joie de le revoir. Cher ami, la paix soit sur vous, Raïk Nassim. Le voleur de songes couvrait les quelques pas qui le séparaient du vieillard et serra dans ses bras cet homme qui le dominait pour le moins de la tête et des épaules. Oh Raïk Nassim, j'ai amené un ami. Il se nomme Elric de Melniboné, de ce peuple qui fut l'adversaire des Kwarzazaatim. Ce nom dans mon cœur a sa résonance, dit Raïk Nassim. La paix soit sur vous, Elric de Melniboné. Vous êtes ici le bienvenu. Raïk Nassim est l'aîné du clan Boradi, poursuivit Alnak. C'est un père pour moi. Un père gratifié d'un noble et courageux enfant. Le bras du vieux chef se tendit vers le campement. Venez, allons prendre un rafraîchissement dans ma tente. Volontiers, dit Alnak. Je ne serais pas mécontent d'apprendre pourquoi vous procédez aux funérailles d'un cercueil vide, et qui est cet ennemi digne d'un rituel à ce point élaboré. Oh, le pire félon qui soit, n'allez pas vous méprendre. Un profond soupir émana du vieil homme alors qu'il les guidait par l'enchevêtrement des tentes jusqu'à l'une d'elles, plus vaste, où ils pénétrèrent à sa suite, leurs pas feutrés par un somptueux agencement de tapis. L'intérieur était compartimenté en enfilade, chaque pièce occupée par des membres de la famille de Raïk Nassim, lequel avait apparemment les dimensions d'une tribu. Une délicieuse odeur de nourriture vint chatouiller leurs narines alors qu'on les installait sur des coussins et que des bassins d'eau parfumés leur étaient présentés pour qu'ils pussent procéder à leur toilette. Ils mangeaient quand, finalement, l'aîné des Baroudim leur narra son histoire. Et, à mesure qu'elle se déployait, Elric comprit que le destin l'avait à point nommé conduit dans cette oasis, et que tout ce qui se disait là était d'une extrême signifiance. À la dernière lune de sang, expliquait Raïk Nassim, la fleur d'argent avait reçu la visite d'un groupe d'hommes s'enquérant d'une route vers le lieu de la perle. Les Boradim n'étaient pas sans connaître ce nom plusieurs fois cité dans leur littérature, mais ils n'y avaient jamais vu qu'une métaphore poétique dont l'exégèse était du ressort des érudits et autres gens de lettres. C'est ce qu'ils avaient dit aux arrivants, avec l'espoir de s'en débarrasser, car c'étaient des Kwarzazaatim, aventuriers magiciens de la secte du moineau. Dotés, partant,
d'une solide réputation de sorcellerie ténébreuse et de cruauté indigne. Les nomades ne souhaitaient aucune dispute avec la cité des sables, entretenant avec elle des rapports commerciaux. Mais ces moineaux s'étaient incrustés, continuant d'importuner tout un chacun par leurs questions, si bien qu'ils avaient fini par entendre parler de la fille de Raïk Nassim. Varadia? Soudaine inquiétude d'Alnak Kreb. Ils ne lui ont tout de même pas supposé quelque savoir sur ce joyau. Ils ont appris que c'est notre sainte fille, celle dont nous attendons qu'elle devienne, en grandissant, notre guide spirituel, qu'elle apporte à notre clan sagesse et bonheur. Nous leur avons dit que la sainte fille est le réceptacle de toutes nos connaissances, et ils en ont abusivement déduit qu'elle savait où trouver cette perle. Ils ont tenté de l'enlever. À l'inquiétude succéda la colère. Qu'ont-ils fait, père? Explosa le jeune homme. Ils l'ont droguée. Ils avaient déjà quitté l'oasis avec elle quand nous avons découvert leur crime. Nous nous sommes lancés à leur poursuite et les avons rattrapés à mi-chemin de Kwarzazat, sur la piste rouge. Dans leur terreur, ils nous ont menacé des foudres de leur maître, l'homme qui les avait chargés de trouver la perle et de la lui ramener par n'importe quel moyen. Ne s'agirait-il pas du seigneur Go-Fazi? Demanda tout bas Elric. Si fait, prince, de lui en personne. Une curiosité nouvelle se lut dans le regard de Raïk Nassim. Vous le connaissez? Oui, et je le connais pour ce qu'il est. Est-ce lui que vous enterriez? C'est lui. Pour quand projetez-vous sa mort? Nous n'y aurons point part. Elle nous a été promise. Quand nous les avons rejoints, les aventuriers magiciens ont tenté un recours à leur sortilège. Mais il est parmi nous des hommes versés dans ces arts, et il nous fut aisé de les neutraliser. Certes, nous répugnons à utiliser de tels pouvoirs, mais il arrive que cela soit indispensable. Une certaine créature, jaillie des régions infernales, dévora donc jusqu'au dernier les sectateurs du moineau, et, avant de repartir, nous a gratifiés d'une prophétie. Celui qui avait envoyé ces hommes mourrait dans l'année, avant que n'ait décliné la prochaine lune de sang. Mais Varadia, insista Alnak, qu'est-elle devenue, votre enfant? Qu'est-il advenu de la sainte fille? Il l'avait droguée, vous ai-je dit. Elle était encore en vie cependant, et nous l'avons ramenée à l'oasis. Est-elle remise? Elle reprend conscience à demi, peut-être une fois par mois, dit Raïk Nassim, jugulant sa tristesse. Mais le sommeil se refuse à la lâcher. Peu après que nous l'avons retrouvée, elle a ouvert les yeux, et nous a dit de la porter dans la tente de bronze. Elle y dort, captive de cette torpeur dont elle n'est pour ainsi dire pas sortie depuis presque un an, et seul un voleur de songes est éventuellement à même de la sauver. Nous en sommes convaincus. C'est pourquoi il n'est, voyageur ou caravane, qui ne soit passé par ici sans avoir été prié de faire savoir que nous recherchions un membre de cette corporation. Et la chance, Al-Nakreb, nous a souri, puisque c'est un ami que notre prière a fini par atteindre. Le noir et beau visage, lentement, fit un signe négatif. À ce message, ma présence n'est pas liée, Raïk Nassim. Il n'en reste pas moins que vous êtes là, rétorqua le vieillard philosophe, et apte à nous être de quelque secours. Un trouble parut saisir Alnak Kreb, mais il s'empressa de masquer ses émotions. Je ferai de mon mieux, vous avez ma parole. Demain matin, nous irons dans la tente de bronze. Vous la trouverez bien gardée, car, ayant eu à souffrir d'autres incursions des Kwarzazaatim depuis cette funeste et première occurrence, il nous a fallu défendre notre sainte fille contre leurs agissements. Ce fut au demeurant tâche assez facile. Mais vous parliez de notre ennemi, prince Elric. Que savez-vous de lui? Elric ne s'octroya qu'une pause infime avant de répondre, et narra sans détour au vieux chef nomade ce qui lui était arrivé. Comment le seigneur Go-Fazi l'avait trompé, ce que le pervers aristocrate exigeait de lui, et ce par quoi il le tenait. Il ne voulait pas mentir à Raïk Nassim, et le respect qu'il lui témoignait ainsi était apparemment réciproque, car si la colère assombrit les traits de l'aîné à l'audition du récit, sa main étreignit le bras de l'albinos quand ce fut fini, dans un indéniable mouvement de sympathie. L'ironie veut, mon ami, que le lieu de la perle n'ait d'existence que dans nos poèmes,
et que nous n'ayons jamais entendu seulement parler d'une forteresse de son nom. Sachez que je veux délivrer du mal votre sainte fille, dit Elric, et que, si je puis vous y aider, vous et les vôtres, de quelque manière, je le ferai. Quant à ma quête de la perle, elle s'achève ici et maintenant. Mais l'élixir du seigneur Go vous aura tué avant que vous n'ayez mis la main sur l'antidote, et votre ami périra. Non, non, abordons ces problèmes dans une optique plus positive. Nous avons en commun, je crois, d'être tous deux victimes de cet aristocrate promis à la mort. Nous devons réfléchir aux moyens de déjouer ces plans. Il est possible que ma fille sache effectivement quelque chose sur cette perle fabuleuse, car elle est le vaisseau de toute notre sagesse, et a déjà plus appris de choses que ma pauvre tête n'en pourrait contenir. Son intelligence et son savoir sont à couper le souffle, à l'égal de sa grâce et de sa beauté, renchérit Alnak Kreb, qui rageait toujours du traitement infligé à Varadia par les Kwarzazaatim. Ah, si vous la connaissiez, Elric. Sa voix se brisa dans des tremblements. M'est avis que nous avons tous besoin de repos, dit l'aîné des Boradim. Soyez des nôtres, et je vous mènerai demain à la tente de bronze. Espérons que de nos compétences réunies sorte un moyen de ramener à ce royaume l'esprit de ma fille endormie. Cette nuit-là, dans ce luxe que seul est à même d'offrir la tente d'un opulent nomade, Elric, une fois de plus, rêva de Simoril, captive d'un sommeil dû aux drogues de l'ambitieux Irkun. Et il se vit en songe dormant à ses côtés, se sentit confondu avec elle en un seul et même être, ainsi qu'il en avait toujours été lorsqu'ils s'étendaient ensemble. Mais voilà que sur lui se penchait la noble silhouette de Raik Nassim, que s'imposait l'intuition que c'était là son vrai père, non pas ce tyran névrotique, distante figure de son enfance, et il comprit que son obsession de l'éthique et de la justice lui venait de cette ascendance Boradia. Il connut alors une forme de paix, mêlée toutefois d'une émotion mal définie, neuve et troublante. Et à son réveil, il était réconcilié avec son désir de drogue, cette soif d'un breuvage qui lui portait parallèlement la vie et la mort. Sa main se tendit vers la flasque, et il en préleva une petite gorgée avant de se lever, de se laver, de rejoindre Alnak et Raik Nassim pour le petit déjeuner. Après quoi, le vieillard fit amener 3 de ces robustes et rapides montures qui avaient fait le renom des éleveurs Boradim, et ils quittèrent une oasis fleur d'argent bourdonnante d'activité, où comédiens, jongleurs et charmeurs de serpents déployaient déjà leurs talents, où autour des compteurs s'étaient rassemblés des enfants envoyés là par leurs parents le temps de vaquer à leurs affaires. Et ils prirent la direction des piliers déchiquetés que laissaient entrevoir sur l'horizon les brumes matinales. Les vents du désert des soupirs avaient érodé ces montagnes qui, de fait, évoquaient à présent d'irrégulières et massives colonnes de roches écarlates cabrées pour soutenir la voûte céleste. Alnak Kreb ne l'eût-il détrompé qu'Elric continuait d'y voir les vestiges de quelque antique cité. Au demeurant, les ruines ne manquent pas dans la région. Fermes, villages, villes entières que le désert, de temps à autre, consent à révéler. Témoins de cet empire Quarzazati, englouti par des sables qu'inconsidérément suscitèrent leurs propres sorciers. D'autant que bon nombre de sédentaires, même après la catastrophe, ont continué de s'établir ici dans l'espoir qu'à la longue, les dunes se dissiperaient. Vaine chimère, j'en ai bien peur, comme il en est de tant de constructions humaines. Raik Nassim les guidait toujours par le désert, sans carte ni boussole, puisant apparemment sa connaissance du chemin dans l'habitude et l'instinct. Ils s'arrêtèrent en un point où un minuscule bouquet de cactus rompait l'uniformité des sables. Le vieux nomade sortit son long couteau et trancha les plantes presque au ras de leurs racines. Puis il les pela d'une main experte et tendit à ses amis ses juteuses friandises. Il coulait jadis une rivière, dit-il, dont la mémoire subsiste dans les profondeurs du sol. Les cactus se souviennent. Avec le soleil au zénith, Elric commença de sentir la chaleur dissoudre ses forces, et, menacé de rester à la traîne, fut de nouveau contraint de boire un peu d'élixir. Et il fallut encore attendre jusqu'au soir, alors que les piliers déchiquetés s'étaient considérablement rapprochés, pour voir Raik Nassim désigner quelque chose qui scintillait dans les ultimes feux du couchant. La tente de bronze est là, dit-il.
là où vont ceux du désert lorsqu'ils ont à méditer. Est-ce votre temple demanda le prince albinos. C'est ce qui chez nous y ressemble le plus. Nous y conversons avec notre moi intime. C'est également ce que nous avons tous de plus voisin des religions occidentales. Et c'est enfin là que nous gardons notre sainte fille, symbole de tous nos idéaux, vaisseau de la sagesse de notre race. Alnak exprima sa surprise. Elle y reste en permanence? Raik Nassim fit non de la tête. L'impétuosité du jeune homme semblait l'amuser. Seulement depuis qu'elle est plongée dans cette torpeur surnaturelle, mon ami. Vous savez comme moi quel enfant normal c'était auparavant. Joie de tous ceux qui venaient à la connaître. Peut-être, avec votre aide, redeviendra-t-elle cet enfant. Le front d'Alnak s'obscurcit. Vous ne devriez pas placer trop d'espoir en moi, père. Je ne suis au mieux qu'un voleur de songes inexpérimenté. Ceux auprès de qui je me suis formé pourraient vous en donner confirmation. Mais vous êtes notre voleur de songes. Avec un sourire triste, Raïk Nassim posa sa main sur l'épaule d'Alnak Kreb. Et notre ami sincère. Le soleil s'était couché quand ils atteignirent la vaste tente qui n'aurait pas différé de celle de l'oasis, n'eussent été ses dimensions plusieurs fois supérieures et le bronze pur de ses parois. Et voilà que la lune se matérialisait à présent dans le ciel presque à l'heure verticale, donnant l'impression qu'en sombrant sous l'horizon, les rayons du soleil lui avaient délégué leur ultime nuance, car elle brillait, rutilante et somptueuse, comme jamais il n'avait été donné à Elric de la voir à Melniboné, ou sur les terres des jeunes royaumes. Il hoqueta de surprise, mesurant la précision de la prophétie. Une lune de sang venait de se lever au-dessus de la tente de bronze, et le chemin vers la perle allait s'ouvrir ici pour lui. Bien qu'il pût envisager désormais de garder la vie sauve, le prince de Melniboné s'aperçut qu'avant tout, cette révélation le perturbait.